Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à Cultiver son savoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir en cette troisième série d'émissions portant sur divers sujets d'intérêt et d'actualité, en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, campus de Drummondville. Vous connaissez le sport électronique? Probablement pas. Il s'agit en fait d'un micro-programme conçu pour le département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'UQTR. Pour nous en parler, nous accueillerons l'agent de recherche et instigateur de ce micro-programme, Benoît Tellier, professionnel au département de loisirs, culture et tourisme de l'UQTR. Alors, je vous invite maintenant à faire sa connaissance. Allons-y au pas de course électronique. Merci beaucoup d'être des nôtres, Benoît Tellier. C'est vraiment gentil à vous. On sait que vous avez un agenda qui est quand même assez complet. On nous dit que vous êtes un véritable passionné des jeux vidéo, puis depuis votre tout jeune âge, que vous excellez aussi, que vous excellez entre autres dans quel jeu? J'adore le jeu League of Legends. Exceller, c'est un grand mot parce que la compétition est assez forte dans ce genre de jeu-là, mais oui, j'y joue depuis une dizaine d'années. Excellent. Donc, le but premier de notre entrevue aujourd'hui, c'est que vous nous donniez des cues pour avoir de bons résultats dans nos jeux vidéo, c'est ça? C'est intéressant que vous posiez la question parce que dans le cadre du programme qu'on donne à l'UQTR, on se fait souvent poser cette question-là. Vous allez apprendre aux étudiants à être meilleurs en jeu, mais non, on n'est pas là-dedans. On est plus dans l'encadrement des oui, étudiants. Puis on va en découvrir un peu plus. C'est vraiment intéressant aussi la perspective dans laquelle vous orientez justement le programme. J'aimerais au départ qu'on parle aussi de votre formation universitaire, puis en même temps de vos expériences à l'université. Je vous laisse aller sur ça. Oui, en fait, moi, j'ai un baccalauréat en enseignement de l'éducation physique à l'UQTR et une maîtrise en fondement et environnement de l'éducation. Moi, j'ai toujours été un passionné de sport, donc, et ma passion pour le jeu vidéo aussi. Donc, là, maintenant, je fais un peu des deux. C'est le meilleur des deux mondes. Oui, exactement. Je suis très content et je travaille comme agent de recherche depuis 2020 sur le projet sport électronique qu'on a ici à l'UQTR. OK. Et ce projet de recherche-là, c'est un peu votre idée? C'est aussi l'idée du département? Ou... En fait, il y a eu un contrat qui s'est affiché sur le portail de l'UQTR et j'ai vu que c'était pour monter un cours dans le domaine du sport électronique. Donc, c'était comme une révélation. Je cherchais un contrat de professionnel à l'époque et j'ai appliqué sur ce contrat-là, je l'ai eu. Et finalement, de fil en aiguille, on est arrivé avec ce programme-là. Au lieu d'être un cours, bien, finalement, c'est une suite de 5 cours qu'on a mis en place. Ce que vous appelez maintenant un micro-programme. Oui, exactement. Okay. Et puis, le micro-programme a déjà 1 an. Oui, on commence la deuxième cohorte cet été. Donc là, on est vraiment dans la deuxième cohorte. Il y a déjà une cohorte en cours qui va terminer à l'hiver 2024. Pour bien situer les gens, là, quand on parle de sport électronique, quels sont les fondements du sport électronique? Le sport électronique, si on pouvait le résumer très simplement, c'est du jeu vidéo compétitif. Dans le fond, c'est des jeunes qui compétitionnent ensemble. Il y a des règles, il y a vraiment un encadrement à respecter, des compétitions partout au Québec, mais aussi partout à travers le monde. C'est aussi une entreprise, donc c'est un chiffre d'affaires d'1,1 milliard partout à travers le monde, des centaines de millions d'adeptes. Et petit fait peut-être un peu surprenant, aux États-Unis, c'est le deuxième sport le plus regardé derrière le football américain. Ah oui? Oui. OK. Donc, il y a vraiment il y a beaucoup d'admirateurs partout sur la planète. C'est très, très, très populaire. Vraiment, l'engouement est là depuis 10 ou 15 ans facilement. Et quand on se compare, nous, quand on regarde au niveau du Québec, notre structure à nous, elle est comment? Elle est, je vous dirais, on débute. Okay. Actuellement, on débute, mais on a une belle structure au niveau des cégeps, un modèle qui a quand même qui fait l'envie de quelques autres provinces canadiennes. Je suis aussi sur le conseil d'administration de la Fédération québécoise de sport électronique et on s'est fait approcher par d'autres provinces pour voir un peu le modèle des cégeps. C'est 550 joueurs, 35 cégeps sur 43. Okay. Donc, c'est un modèle qui se développe beaucoup et c'est ça qui fait l'envie de certaines provinces canadiennes. Mais sinon, sur le terrain, je vous dirais, les gens qui sont là, ce sont des passionnés de jeux vidéo qui n'ont pas vraiment de formation pour l'encadrement, pour avoir les programmes scolaires, l'entraînement, les saines habitudes de vie. Donc, nous, à l'UQTR, on vient répondre un peu à ce besoin-là. Et l'UQTR, je crois, est la seule université à dispenser ce programme-là. Oui, on est la seule université québécoise, et même au niveau canadien, dans le créneau du développement du sport électronique, on est vraiment la seule au Canada. Puis même en Amérique du Nord, on n'a pas recensé beaucoup de programmes qui offraient le même genre de services. Excellent. Le sport électronique, si on voulait le décortiquer, là, vraiment, prenez votre temps. Oui. En fait,
Cette question-là, je m'excuse de vous interrompre, mais cette question-là, c'est plus parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un préjugé défavorable envers le sport électronique. Et j'aimerais ça qu'on démystifie tout ça. De vieilles, je pense, perceptions qui sont souvent alimentées des fois par les médias qui mettent en lumière certaines situations qui s'est passées en Chine, aux États-Unis, où il y a des jeunes qui dormaient pas pendant 48 heures et que là, ils ont tombé de fatigue, ils sont allés à l'hôpital. Ça, c'est des préjugés qui ont été démantelés aussi par la science. Il y a plusieurs recherches scientifiques aux États-Unis qui ont été faites dans les dernières années qui démantèlent un petit peu aussi au niveau de la violence, comme quoi les jeunes qui jouent à des jeux vidéo violents peuvent devenir violents. Ça aussi, c'est des préjugés qui ont été démantelés par la science. Puis le stéréotype du gamer ou du geek qui reste dans son salon, ne sort pas de chez eux, il n'y a pas d'amis. Ça, c'est des stéréotypes qu'on essaie de défaire parce que c'est un groupe un peu marginalisé dans la population, puis les gens restent avec cette perception-là, alors que... c'est pas tout le monde qui est comme ça. Vraiment pas. Puis c'est des jeunes qui sont passionnés, puis qui travaillent fort aussi dans les entraînements, avec leurs amis, et ils ont un bon réseau social quand même. Puis nous, avec les programmes qu'on essaie de mettre en place dans les écoles, c'est vraiment de les amener aussi à aller au gym, à mieux manger, à moins jouer pour mieux jouer aussi, parce que c'est prouvé aussi que de passer 7-8 heures à jouer, c'est pas bon. Il faut prendre des pauses, il faut faire autre chose. Puis on a des professionnels qui viennent dans nos cours qui nous disent exactement ça, qu'eux, depuis qu'ils ont de meilleures habitudes de vie, sont meilleurs au jeu. Fait que c'est vraiment d'amener ces jeunes-là qui n'ont pas nécessairement de l'intérêt pour le sport traditionnel à développer des compétences, puis des capacités, puis des habitudes aussi qu'on retrouve dans les sports plus traditionnels. Fait que c'est un peu ça le devoir qu'on a dans le sport électronique. Et c'est pourquoi on peut parler de véritable sport à ce moment-là. Si vous amenez les jeunes à une meilleure culture de vie, à une meilleure hygiène de vie, puis là, on peut parler si on regarde les cours que vous offrez dans le micro-programme, quels sont-ils? On a Introduction et fondements en sport électronique. C'est le cours qui se donne cet été. Puis on a ce débat-là avec les étudiants, sport électronique, est-ce que c'est un sport ou pas? Puis c'est toujours un beau débat parce qu'il y a des points qui sont valides des deux côtés. Mais la science prouve aussi qu'il y a des dépenses énergétiques qui sont faites quand on joue, le niveau de stress qui monte, les signes de fatigue à la fin. Donc, il y a quand même il y a plusieurs catégories de sport. Le tir à l'arc, est-ce que c'est considéré comme un sport, même s'il n'y a pas la même composante physique qu'au hockey ou dans les sports traditionnels? Oui, exact. Nous, on a tendance à le catégoriser dans les sports mentaux. Fait que ça rentre un peu dans cette catégorie-là. Fait que c'est un sujet qui est débattable. C'est un beau débat à faire. Fait on fait ça, mais on fait beaucoup d'autres choses dans le premier cours. Là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Dans le deuxième cours, c'est donné par Mme Stéphanie Harvey, qui est quand même assez connue de la population par son passage à Big Brother, mais elle était très connue dans le domaine du jeu vidéo parce que 5 fois championne du monde du jeu Counter-Strike. Elle travaille pour une grosse compagnie à New York aussi. Puis très, très engagée aussi pour la place des femmes dans les communautés de jeux vidéo. Elle donne le cours éthique, santé et bien-être dans le sport électronique. Ce qui est drôlement important aussi quand on parle d'encadrement des jeunes. Puis ce qui était un gros manque aussi, je pense, dans les formations qu'on avait partout à travers le Canada puis à travers l'Amérique du Nord aussi, d'avoir un cours de 45 heures qui est consacré à cette thématique-là, bien, pour nous, c'était essentiel parce que c'est un enjeu important. Puis on pense que ça va régler aussi plusieurs autres problèmes en lien avec la consommation, Internet en ligne, les réseaux sociaux, puis tout ça. Fait que ça, c'est le deuxième cours. Et le troisième cours, c'est implantation de programmes en milieu scolaire au milieu municipal. C'est un peu le volet pratique du micro-programme parce qu'on a beaucoup de gens qui sont dans le loisir, culture, tourisme, des profs qui veulent implanter des programmes dans leur école secondaire, des trucs comme ça. Fait que ce cours-là, c'est vraiment un cours pratique. Fait qu'on va apprendre comment monter un programme d'entraînement, comment faire une lettre à un directeur d'école pour lui dire, c'est important d'avoir un programme. Fait que ça, c'est vraiment des outils que les étudiants vont aller chercher pour implanter quelconque programme, un camp de jour, juste dans une maison des jeunes, avoir une équipe. Bien diriger les jeunes, surtout, là, tu sais, c'est vraiment... Exactement, puis qui vient bien en complément des autres. Le cours 4, c'est le cours création d'événements. Donc là, on est vraiment dans l'événementiel. On a un beau partenariat avec DreamHack Canada, qui est une compagnie qui fait des événements partout à travers le monde, des petits festivals de jeux vidéo avec des compétitions de sport électronique. Fait que là, c'est la composante plus pratique, la création d'événements. Et finalement, on a le projet intégrateur, qui est un cours où les étudiants vont pouvoir implanter soit un programme en milieu scolaire, créer un événement,
ou participer à un événement que nous, on va avoir à l'UQTR au mois d'avril 2024, donc à la fin de la session d'hiver. Les étudiants finissants vont faire une espèce de mini-festival avec des compétitions, avec les gens qui vont pouvoir amener leur ordinateur, des costumes, des tables de jeu. Puis pour cet événement-là, on a un beau partenariat aussi avec la Corporation des événements de Trois-Rivières. Donc, on a très hâte à cet événement-là. C'est vraiment une belle vitrine aussi là, pour mieux faire connaître en même temps ce micro-programme-là, puis qu'il y ait le plus de jeunes qui puissent s'y inscrire. Puis exact. En même temps, le plus d'étudiants à l'université. Oui, donc, c'est exactement. connexe à leur autre formation. Là. C'est vraiment génial. On dit aussi les enjeux qui sont reliés au sport électronique. Si on avait à les établir, quels sont-ils? Bien, naturellement, on parle de beaucoup de cyberdépendance parce que c'est quelque chose qui est très d'actualité, mais ça a été prouvé par la recherche que c'est 1 % des jeunes qui jouent à des jeux vidéo qui sont vraiment cyberdépendants. Donc, il y a d'autres problématiques aussi qui est liées à l'hygiène de vie, la santé, pas juste seulement à la consommation vraiment de jeux vidéo ou de sport électronique. Qu'on ne parle pas beaucoup, c'est vraiment la place des femmes dans les communautés de joueurs. Souvent, les femmes sont victimes de propos misogynes. Les gens sont derrière un avatar. Un peu les mêmes enjeux que dans les réseaux sociaux. Les gens qui se cachent derrière des images, bien, ils se cachent derrière leur personnage, puis pour proliférer toutes sortes d'insultes. Donc, nous, puis Stéphanie a un beau terme pour ça qui s'appelle la cyber-citoyenneté. Donc, les gens qui sont dans l'espace numérique, si on veut, bien, doivent agir de la même façon que dans la vraie vie. C'est comme de bons citoyens, puis se traiter de façon respectable, bien, c'est important. Puis nous, on traite de toutes ces thématiques-là à travers le micro-programme. Fait que ça fait partie des enjeux de vraiment essayer d'améliorer aussi les communautés pour que les jeunes se sentent plus en sécurité, autant les femmes que les jeunes ou que les groupes marginalisés aussi. Fait qu'on travaille aussi là-dessus dans le micro-programme, puis aussi au niveau de la recherche. Avez-vous des échos par rapport à la première année qui s'est terminée, à savoir la formation que certains jeunes ont eue lorsqu'ils retournent dans leur jeu avec d'autres? Est-ce qu'il y a des commentaires des autres en disant, ou bien est-ce qu'eux-mêmes des écoutes, mettons pour l'éthique, on ne dira pas ça, on va plutôt se concentrer sur le jeu ou des choses comme ça? Bien, c'est difficile à dire parce qu'il est encore tôt. La première cohorte n'a pas encore gradué. J'imagine que la portée devrait être celle-là. Bien, à date, les commentaires sont très bons. Je pense que les gens étaient un peu sceptiques parce qu'il y a beaucoup de petites formations que certaines compagnies privées donnent. Puis c'est pas tout le temps à la hauteur de ce que les gens veulent aller chercher. Puis je pense que les gens attendaient un petit peu de voir les commentaires de la première cohorte, puis tout ça, voir comment c'était dans le programme avant de dire « OK, moi, je me lance ». Mais avec l'expertise qu'on est allé chercher avec Stéphanie, avec Mme Stéphanie Harvey, avec Simon Marin de DreamHack, aussi François Savard qui donne le cours d'implantation de programme, que tout le monde connaît dans les communautés de jeu, qui est là depuis 20 ans, qui a eu des équipes. On a vraiment une belle expertise dans notre équipe de chargés de cours. Donc, je pense que ça va vraiment se refléter dans les commentaires qu'ils vont avoir après le micro-programme, puis aussi après l'événement d'avril 2024, qui est à construire, qui serait vraiment une belle opportunité pour vraiment que nos finissants puissent aussi avoir une belle expérience, mais aussi que la communauté de Trois-Rivières, les environs, voient que c'est possible de faire des beaux événements à Trois-Rivières en lien avec le sport électronique, où les passionnés de jeux vidéo aussi vont y trouver leur compte. Là. On a beaucoup parlé du micro-programme en tant que tel, de l'encadrement qui y est donné. Et moi, ce qui me reste toujours en tête, bizarrement, c'est comment fait-on face aux détracteurs qui disent hey, « c'est vraiment pas un sport, là, du gaming, c'est pas un sport. » Comment vous faites face à ça? Je pense qu'il est important de distinguer le sport électronique récréatif du sport électronique professionnel. Parce que les athlètes professionnels de sport électronique, eux, sont suivis par des psychologues sportifs. Ils ont des entraîneurs aussi qui, spécifiquement pour leur équipe, ils ont un coach, un entraîneur stratégique. Ils ont un entraîneur aussi individuel. Ils ont des pratiques, ils ont des séances vidéo. Puis même au collégial, les jeunes ont accès aussi à des entraîneurs, ont accès à la salle de gym. Là, on est vraiment dans des équipes où les jeunes sont vraiment dans une perspective
plus professionnelle ou plus compétitive. Mais il y a aussi monsieur et madame tout le monde qui veut jouer, un peu comme ceux qui jouent dans les ligues de garage. Okay. Qui, finalement, au hockey, par exemple, qui jouent une fois par semaine, puis après ça, ils se retournent à la maison, mais ne s'entraînent pas nécessairement pour être meilleurs, mais ils le font que par plaisir, puis ça les fait bouger. Mais ce qui est plus facile à comparer au véritable sport, pour essayer de répondre à la question, c'est vraiment le sport électronique professionnel ou encadré. Là, on est vraiment dans les mêmes composantes. Il y a plusieurs composantes qui ressemblent au sport traditionnel, mais le sport électronique récréatif, c'est plus du jeu vidéo où les gens... Parce que je vais essayer de l'expliquer comme il faut aussi, c'est que il y a plusieurs jeux vidéo. Tous les jeux vidéo ne sont pas des sports électroniques. Il y a certains jeux vidéo qui se jouent en équipe. Qu'est-ce qui distingue à ce moment-là, un jeu vidéo? Il y a plusieurs composantes. Est-ce que les joueurs peuvent s'améliorer? Il y a certains jeux où est-ce que tu joues, tu fais l'histoire, et après ça, tu as terminé le jeu. À atteindre? Oui, là, il y a place toujours à l'amélioration. Il y a des nouvelles stratégies qui vont évoluer. Et les studios de jeu, souvent, vont permettre les compétitions de sport électronique. Donc, vont changer un petit peu le jeu pour changer un peu la jouabilité du jeu pour que les équipes aient toujours à s'ajuster. Là, on est vraiment plus dans le sport électronique. Puis, des jeux vidéo qui sont des sports électroniques, on en compte peut-être 5, 6 ou 7. Okay. Mais tu peux toujours faire des compétitions de jeux vidéo. Mais les gros sports électroniques qui ont des millions et des milliards de fans, c'est des types de jeux qui sont un peu plus restreints. Oui. OK. Tout à l'heure, quand on parlait des professionnels en sport électronique, donc ces professionnels-là ont une routine, ils doivent s'entraîner physiquement et tout ça également. Ce qui a un impact, comme on le disait tout à l'heure, sur leur jeu comme tel. Oui. Vous parliez, vous étiez aussi membre de la Fédération. Oui. La Fédération, ses objectifs, quels sont-ils? On en a plusieurs. On a plusieurs combats qu'on essaie de mener, notamment de la reconnaissance comme régie sportive. Ça, c'est ce qui viendrait aussi un peu légitimer la pratique du sport électronique, puis qui nous permettrait de mieux encadrer les jeunes dans les écoles secondaires, dans les cégeps aussi, parce qu'on aurait des budgets un peu différents, comme une vraie régie sportive. Okay. Donc ça, c'est un gros combat qu'on mène aussi. Il y a aussi toute la relation avec les studios de jeu, parce que les studios de jeu peuvent décider de ne pas permettre certaines compétitions. Donc nous, on doit faire des représentations avec eux, aussi au gouvernement, pour essayer de légitimer justement le sport électronique. Okay. On fait aussi de la recherche pour essayer d'améliorer les pratiques. Et dans cette recherche-là, qu'est-ce qui peut s'y retrouver dans vos éléments de recherche? Je vous donne un exemple assez récent. Mais premièrement, en partenariat avec l'UQTR, on mène présentement beaucoup de recherches au niveau de la santé numérique, en lien avec le jeu vidéo puis au niveau du sport électronique. Juste le temps de jeu optimal. Après combien de temps il faut que je prenne une pause? Ça, c'est une question qu'on reçoit souvent, mais pour lesquelles on n'a pas vraiment de données scientifiques. Donc là, on fait affaire avec d'autres partenaires aussi pour essayer de mieux comprendre cette pratique-là. Aussi, dresser le portrait du gamer québécois. Juste ça, ça a l'air un peu quasiment niaiseux comme statistique, mais on n'a pas d'informations. On ne sait pas c'est quoi les habitudes de consommation des jeunes Québécois. On ne sait pas à quoi ils jouent, combien de temps. Donc, ça nous permettrait vraiment d'avoir une belle base pour nos recherches qu'on va vouloir effectuer par la suite en lien justement avec la santé numérique. Parce que par le biais des médias, en tout cas, les médias semblent eux autres avoir mais je suis persuadé que ce n'est pas les chiffres exacts non plus. Si vous-même, vous avez de la difficulté dans vos recherches à obtenir, comment pensez-vous pouvoir obtenir ces informations-là? Avec la Fédération des chansons, on a un contact privilégié avec la Fédération des cégeps, avec les écoles secondaires qui font partie de la LSSE, la Ligue secondaire de sport électronique. Donc, nous, on fait des partenariats avec ces écoles-là pour essayer d'aller justement passer des questionnaires auprès des jeunes, mais aussi dans les communautés de jeu. Parce que on a souvent la perception que les jeunes sont tout seuls dans leur salon, mais ils communiquent beaucoup via des applications comme Discord, par exemple, qui permet justement d'avoir des communautés. Donc, puis des fois, ces communautés-là vont se rassembler dans des salles ou dans des événements. Fait qu'ils vont se retrouver plusieurs fois par année aussi. Donc, c'est un peu faux de penser que les jeunes sont isolés puis ne sortent pas de la maison. Mais il en subsiste quelques-uns qui sont des cas à part, j'imagine. Oui, exactement. Okay. C'est souvent, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les médias, puis ce qui est des fois un peu déplorable, c'est qu'une minorité va faire la manchette parce que naturellement, c'est plus sensationnaliste. Oui. Et ça
ça fait réagir un petit peu plus, mais c'est vraiment pas la majorité. Il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux vidéo et qui ont des vies qui sont très, très saines et bien équilibrées. Puis je pense que j'en suis un exemple. J'ai toujours fait du sport, mais j'ai toujours adoré jouer aux jeux vidéo. Puis la question, c'est toujours d'essayer de trouver l'équilibre entre les deux. OK. Puis si on regarde, il y a le Québec dont on parlait tout à l'heure, mais quand on élargit un peu plus la bulle au niveau du sport électronique aux États-Unis, en Chine, comment ça fonctionne? Comment le tout fonctionne et peut-être nous démontrer toute l'envergure que ça peut prendre aussi? Je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, puis c'est un peu un point de référence au niveau du sport électronique, c'est vraiment la Corée du Sud. Okay. Eux, c'est le sport national depuis le début des années 2000 là-bas. Ils ont reconnu ça très rapidement comme étant un sport. Et ça a permis au gouvernement de s'investir beaucoup. Les associations avec les entreprises privées se font beaucoup plus facilement avec cette reconnaissance-là. Et ils ont ce qu'on appelle, ils appellent ça des PC Bangs là-bas. C'est des cafés gaming, des cafés Internet où est-ce que les jeunes se rassemblent. C'est une panoplie d'ordinateurs. Il peut en avoir 25, 30, 40, 50. Et les jeunes vont là, peuvent manger, peuvent jouer à des prix très abordables. Ils ont aussi le contact avec les gens aussi. C'est la culture là-bas aussi. Les gens, les athlètes professionnels de jeux vidéo sont considérés au même titre que les athlètes professionnels d'autres sports, que ce soit... en termes de reconnaissance? En termes de reconnaissance, exactement. Les gens sont des super vedettes là-bas. Ce qui, nous, ici au Québec, on a des joueurs qui se démarquent exceptionnellement sur la scène internationale et qui ne se feraient pas reconnaître nulle part, à part peut-être dans des événements de sport électronique. C'est des gens qui gagnent des millions par année, mais qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir, à mon avis, au même titre que dans d'autres pays comme la Corée du Sud, par exemple. Okay. Et la Corée du Sud, eux, ce qu'ils font souvent, ce sont des compétitions où tous les joueurs se retrouvent dans une même pièce? Oui, exactement. Il y a même des académies aussi. Je fais souvent le comparatif au Québec avec le hockey parce que c'est notre sport national, c'est un sport qui nous est cher naturellement. Et au hockey, il y a beaucoup d'écoles de hockey où les jeunes peuvent améliorer leur technique de patin, leur technique de lancer ou leur jeu collectif. C'est un peu le même principe dans ces pays-là. En Corée du Sud, il y a beaucoup d'écoles, il y a des académies où est-ce que les jeunes peuvent aller apprendre le jeu, apprendre les stratégies, apprendre comment mieux s'adapter au jeu. Donc, la culture est extrêmement différente. Puis, ça rejoint un petit peu plus la composante sportive parce que le jeu est en constante évolution. Le hockey, c'est pas le même en 2023 que dans les années 90, par exemple. Donc, les jeunes doivent s'adapter. On peut dire qu'au Québec, on est encore loin de la philosophie du sport électronique. Parce que si on parle, on dit, OK, premièrement, le jeu électronique, est-ce que c'est davantage en formule personnelle ou en formule d'équipe? Qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre? Personnellement, nous, on essaie plus de pousser les jeux par équipe parce que ça développe des composantes importantes, le travail d'équipe, la communication, l'adaptation, l'esprit d'équipe, le leadership. Donc, c'est pas pour rien que ce sont les jeux les plus populaires qui sont des jeux d'équipe, souvent 5 contre 5, même 3 contre 3. Pense à des jeux comme League of Legends, Rocket League. Peut-être qu'il y a des gens à la maison qui vont reconnaître ces noms-là parce que leurs enfants, petits-enfants, ou peu importe, jouent à ces jeux-là. Mais au-delà du débat, je pense, est-ce un sport ou est-ce pas un sport? Je pense que c'est important de reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo de façon compétitive, soit récréatif ou compétitif, puis qu'il faut aussi se soucier de ces jeunes-là, puis essayer de les valoriser aussi dans leur pratique, puis de les amener vers des bonnes habitudes, parce que des fois, c'est des gens qui sont un peu marginalisés par la société, puis il faut, je pense, leur offrir justement une certaine valorisation, ce qui n'est pas le cas en ce moment au Québec, mais ce qui est le cas dans plusieurs autres pays. Leur inculquer des valeurs également. Puis, mais au Québec, comment pourrait-on y parvenir? En faisant mieux connaître la discipline? Je pense que oui. Je pense que ça part par là. Souvent, quand on entend nos parents dire « Ah, là, tu joues encore à des jeux vidéo, là, t'es encore là. » Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Là, tu fais juste jouer à des jeux vidéo. Une chanson comme ça, oui. Souvent, on entend ça, puis c'est bon que les gens se préoccupent aussi de leurs enfants puis qu'ils s'assurent que la pratique soit saine, mais c'est important de comprendre que c'est pas parce que leur enfant joue à des jeux vidéo qu'il perd son temps. Souvent, on a cette conception-là, tu perds ton temps à jouer à des jeux vidéo,
alors que la science prouve que les jeunes qui jouent à des jeux vidéo développent des compétences qui sont très prisées dans le domaine des technologies de l'information, par exemple. Puis on a une pénurie de main-d'œuvre au Québec en ce moment au niveau des TI. Les gouvernements essaient de tous les moyens d'amener des jeunes dans les programmes en TI. Puis les jeunes qui jouent à des jeux vidéo ont des propensions à justement à développer des compétences, sont plus habiles avec la technologie. Donc, c'est une population qui pourrait être très importante pour combler cette pénurie de main-d'œuvre-là. Donc, à ne pas sous-estimer. Les joueurs d'un niveau professionnel, si on avait à les mettre dans une génération type, c'est des gens qui ont quel âge en moyenne? C'est une excellente question. On dit que la durée de vie, généralement, d'un joueur de sport électronique, la carrière se passe entre 16 et 25 ans. Généralement, le déclin, puis c'est contesté par certains chercheurs aussi, mais le déclin au niveau psychologique et au niveau physique se fait à partir de 25 ans, généralement. Puis il y a aussi une grosse problématique de jeunes en très bas âge, on parle de 13, 14 ans, qui se font recruter par des équipes professionnelles qui gagnent des très gros salaires. Il n'y a pas un danger? Il y a un danger, effectivement, parce que les jeunes, des fois, décrochent, ne vont plus à l'école, se concentrent sur leur carrière, mais une carrière, ça peut être très éphémère, des fois. Nous, on n'a pas ce problème-là nécessairement au Québec parce que la scène n'est pas assez développée pour que les jeunes vraiment abandonnent leurs études à 15-16 ans, mais c'est quelque chose qui est préoccupant, puis on doit prendre conscience aux jeunes que, justement, tu peux jouer, mais il faut que tu ailles aussi à l'école, il faut que tu te diplômes, il faut que tu... Je te reviens à l'équilibre, mais c'est tellement important, puis c'est tellement l'enjeu qu'on essaie de combattre dans le domaine du sport électronique. On va souhaiter qu'il y ait de plus en plus d'adeptes, de jeunes adeptes qui puissent parfaire leur formation, puis avoir peut-être une meilleure éthique de vie dans tout ça, meilleure éthique aussi dans le jeu également. Oui, exactement, c'est ce qu'on souhaite. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Tellier. Merci également à l'UQTR Campus de Drummondville pour son étroite collaboration dans le montage des différentes émissions. Merci à vous, Madame, Monsieur, qui nous écoutez chaque semaine. C'est ce qui clôt donc notre première émission de cette troisième série de Cultiver son savoir. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.